Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show pour parler de santé mentale. Il est parfois difficile de savoir ce dont on souffre quand on est atteint d'une maladie psychique et le diagnostic devient assez important, voire ultra nécessaire. Mais quand on ne l'a pas, eh bien on se retrouve en errance psychiatrique. C'est ce qui est arrivé à notre invité qui est venu nous partager son expérience aujourd'hui. C'est Adrien Potogniak-Vaillant. Bonjour Adrien. Bonjour Marie-Lati. J'ai bien dit ton nom? Très bien. Potogniak-Vaillant. C'est un nom assez compliqué. Ouais. Et ta vie est un petit peu compliquée. On va en parler tout à l'heure grâce à un livre que tu as écrit. C'est Survivant de la psychiatrie. On va parler dans un instant. On va découvrir aussi ta vie. Tu es journaliste. Tu souffres de troubles psychiques. Et donc, c'est à travers ce livre qu'on va tout savoir, tout comprendre, en tout cas on va essayer. Et puis dans cette émission, il y aura Annabelle et Stéphane qui viendront nous raconter leur rencontre qu'ils ont faite. On saura plus, je vous dis pas tout, il y a des petites surprises quand même, et toi aussi tu nous feras une surprise à la toute fin de cette émission. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu es atteint de dissociation. Alors, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'utilise pas de diagnostic psychiatrique tel qu'on peut en rencontrer, parce que je ne m'y retrouve pas. Donc, quand on me demande ce qui m'est arrivé, je dis que j'ai eu des dissociations. Et ce qui va plus être un symptôme, mais qui, pour le coup, qui est très précis, qui correspond vraiment à ce que j'ai vécu, et qui n'est pas un diagnostic psychiatrique qui peut être un peu flou et un peu difficile à comprendre, un peu barbare. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est quoi une dissociation? En fait, ça veut dire qu'il y a un moment où je vais interpréter de manière erronée mon environnement. Voilà, une personne qui n'a pas de ce type de problème pourra interpréter toutes les interactions de manière normale. Et là, il va y avoir des interprétations un peu différentes. Voilà. C'est un peu comme dans un état second, c'est ça? À quoi tu pourrais comparer ça? Est-ce qu'on peut comparer ça? Oui, alors il y a des points de comparaison. Alors c'est vrai que moi, je me suis rendu compte à un moment en fait que je suis aussi scénariste et je me suis rendu compte qu'à un moment, au lieu d'être devant mon ordinateur à écrire des histoires, en fait, je vivais les histoires. J'étais dedans et je rencontrais les personnages et c'est un peu ça qui se passait. Oui, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont un petit peu comme ça, ou tu penses ou... Oui, potentiellement. Je pense à Christopher Nolan, ouais. Qui nous emmène justement dans des films toujours assez particuliers sur les espaces-temps notamment. Ouais. Et tu les as vus ces films? Un petit peu. J'en ai vu un, j'ai vu Interstellar, je crois que c'est lui qui a fait celui-là. Oui, exactement, ouais, voilà. Mais il a fait plein de films extraordinaires. Alors je dis ça comme ça, en fait j'en sais rien moi s'il est atteint d'un trouble psychique ou de dissociation, mais c'est vrai que des fois sur les scénarios, on pourrait effectivement partir un petit peu dans ce délire-là. Parce qu'on appelle ça délire paranoïde. Alors moi c'est vrai que je ne vais pas du tout utiliser des termes qui font être de l'ordre du jargon psychiatrique. Enfin, voilà, j'ai un peu souffert du jargon, pour le coup, utilisé par les médecins. Ouais. Donc j'essaye de m'en servir le moins possible. Enfin, en fait, quand je dis jargon, c'est juste... en fait, ça va être des termes qui vont finalement ne pas correspondre complètement à la réalité, qui vont déformer la réalité. Et ça peut être un problème quand il vient le moment de comprendre ce qui se passe pour quelqu'un qui a un problème. Ouais, mais c'est particulier ton histoire, parce que tu dis que dissociation et en même temps tu n'utilises pas vraiment ce terme, c'est juste un des symptômes que tu as. C'est quoi la particularité en fait? C'est que tu n'as jamais eu de diagnostic de précis, ou peut-être trop vite, trop tôt? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu un diagnostic qui a été posé au bout d'un bon moment, au bout d'assez longtemps. Enfin, j'ai eu droit à tous les diagnostics en fait. Voilà. Et au final, le diagnostic psychiatrique qui a été trouvé, qui correspond, mais dont je ne me sers pas encore une fois, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, ce qui montre aussi un peu ce qui est problématique dans la prise en charge. C'est pas normal. Ouais. C'est en 2008 que tu as eu ta première crise de délire paranoïde. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances? Alors, j'étais en train de terminer mon école de journalisme. Et du coup, il y a eu une dissociation, quoi. Voilà, moi, je vais vraiment utiliser le terme dissociation. Enfin, voilà. Et tout allait bien? Ouais, globalement, ouais. Enfin, voilà, il y a des soucis, un peu comme tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, il y a un moment où il y a eu ce décalage, en fait, voilà, et que j'ai commencé à interpréter différemment ce qui m'entourait et avoir des faux souvenirs, et c'était assez perturbant. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était en 2008. 2020, tout s'illumine un peu grâce à quoi, en fait? Tu comprends ta situation, ta souffrance en 2020, c'est-à-dire 12 ans après? Ouais.
Je vais comprendre lors d'une thérapie que je porte les émotions de mon père liées au coup d'État au Chili. Parce que donc, mon père est né au Chili. Il a vécu le coup d'État en 1974. Et voilà, du coup, j'ai compris que je portais ces émotions. Et ça a été le début de la compréhension, en fait. De la reconstruction aussi. Oui, puis de trouver des éléments explicatifs de ce qui m'arrivait. Et au final, il n'y avait jamais eu ce travail qui avait été fait à aucun moment lors des différentes hospitalisations et par aucun médecin. Et pour quelle raison, eh bien, ça a mis autant de temps finalement? Voilà, moi, ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, les médecins en psychiatrie vont avoir une approche qui va être de l'ordre du biologique. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, un schizophrène, ça va être un problème de dopamine, par exemple. Voilà. Voilà. Et du coup, l'approche est uniquement basée là-dessus, enfin principalement basée là-dessus. Et du coup, il y a l'approche humaniste qui va être de compréhension de la personne, d'écoute de la personne, et pas vraiment présente. Alors, tu es journaliste, tu as profité de ton talent d'écriture, parce que tu es scénariste aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc, tu as profité de ce talent de journaliste pour mener une sorte d'enquête, on peut le dire, et de relater ton expérience personnelle à travers ce livre que j'ai montré tout à l'heure, c'est Survivants de la psychiatrie. Pourquoi l'avoir écrit ? Alors, ça s'est fait très naturellement. Alors, c'est vrai que ce rapport à l'écriture, c'est quelque chose d'important pour moi, qui m'a permis en fait d'exprimer de mon vécu, en fait, tout simplement. Oui. Voilà. C'est une sorte d'exutoire pour toi aussi ? Ouais, clairement. Enfin, ça a eu un effet thérapeutique, voilà, cathartique. C'est évident, bien sûr. Ouais. Et pourquoi ce titre, Survivants de la psychiatrie ? Alors, c'est vrai qu'à un moment, c'était le premier titre qui m'est venu et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Et malheureusement, l'expérience s'est chargée de le confirmer. Moi, au printemps 2020, tu parlais de 2020 au moment où je commence à trouver des explications, mais au printemps 2020, j'ai aucune perspective, en fait, parce qu'il n'y a pas de... Tous les traitements qu'on me donne, et c'est la seule chose qu'on me propose, la plupart du temps, avaient des effets secondaires qui étaient simplement invivables. Et quand je dis invivable, c'est absolument pas exagéré. Et j'avais pas de perspective à ce moment-là. Donc voilà, il y a cette situation qui était difficile. J'ai trouvé des solutions. On a fini par trouver des solutions. C'est moi qui ai trouvé des solutions pour pouvoir prendre ce traitement. Et voilà, bon, ça fait référence à ça. Et puis un certain nombre de situations difficiles dans le cadre de mon parcours. La première phrase que tu écris dans ton livre, « J'étais en colère ». Tu l'écris au passé. Ouais. Parce que tu n'es plus en colère aujourd'hui ou un peu moins, je pense. Un peu moins. C'était quoi cette colère ? En fait, c'est le moment où je me suis dit, c'était en 2017 et ça faisait un moment quand même que ma prise en charge, mon parcours en psychiatrie avait commencé. Et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, j'ai commencé c'était une sorte de rébellion en fait, de me dire de commencer à moi prendre en charge moi-même ce qui m'arrivait, à chercher moi-même des solutions. Parce que ce qu'on me proposait, c'était juste pas possible, quoi, ça fonctionnait pas. Alors on le voit, le livre, il n'est pas très gros, mais jusqu'à la 70e page, ou à peu près, on ressent cette colère qui est en toi. Elle revient sans cesse, tu reviens sur la façon dont tu as été traité, dans tes enfermements, parce que c'est vraiment le terme que tu emploies, enfermé dans l'hôpital psychiatrique, privé de tout. On sent cette colère jusqu'à environ 70 pages, où là c'est le moment où tu comprends que tu es HPI, haut potentiel intellectuel, et tu comprends que ce diagnostic est en réalité ce qui est la source de tout. Alors, est-ce que je fais un raccourci peut-être ? Ouais, un tout petit peu. Alors, je pense que c'est quelque chose de très important de découvrir le haut potentiel, d'un point de vue personnel. Je pense que... Ouais, parce qu'on ressent que c'est un vrai soulagement quand même pour toi. Tu as même appelé ta famille pour leur dire... Oui, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis les médecins qui me soignaient, qui me suivaient. Mais eux le savaient déjà peut-être ? Non, pas du tout. Non, ils ne les connaissaient pas du tout d'ailleurs. Alors, je pense que c'est une des choses peut-être qui fait partie des explications du parcours. Mais voilà, c'est... comment dire ? Il y en a plusieurs autres, voilà. Mais au final, ce diagnostic-là, je l'accepte. Voilà, ça, c'est un diagnostic, c'est un vrai diagnostic. Contrairement aux autres diagnostics que j'ai pu avoir qui n'étaient pas adaptés. Oui, on t'a souvent dit que tu souffrais de schizophrénie. Et ça, tu l'as vraiment refusé complètement, ce diagnostic. Alors voilà, si on est schizophrène et qu'on détecte une schizophrénie, il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est que d'un côté, on me disait, on ne va pas vous diagnostiquer, parce qu'on ne met pas dans une case, c'est trop tôt, il faut attendre, etc. Et de l'autre côté, j'ai entendu, mais à plusieurs reprises, vraiment, on n'arrêtait pas de me dire, mais vous êtes schizophrène. Oui, c'est d'un côté, on dit ça, et puis de l'autre, autre chose. Ouais, voilà.
Déjà que c'est difficile de se comprendre soi-même, alors si on vous dit deux choses, c'est complexe. Ouais, c'était un peu surprenant. C'était un peu surprenant. Et puis voilà, dès la première situation, on a parlé de schizophrénie, on m'a fait comprendre que j'étais schizophrène. Alors on t'a fait dire. Alors que oui, mais même voilà, c'était un peu particulier. Enfin, et alors que c'est pas possible, on peut pas poser un diagnostic aussi rapidement. Voilà. Oui, de toute façon, alors moi j'ai déjà discuté avec des psychiatres justement sur ce diagnostic. Il y a des psychiatres qui ne sont pas favorables à donner un diagnostic immédiatement, même peut-être jamais, et d'autres qui le donnent très rapidement. Ouais. Toi, ça a été peut-être un peu court, c'est ça Alors, en fait, d'un côté, on me parlait de schizophrénie trop tôt, et de l'autre, en fait, il a fallu 11 ans pour trouver le diagnostic psychiatrique adapté. Et donc, encore une fois, je ne me sers pas. Et pourtant, cette colère, c'est qu'on t'a donné un traitement pendant tellement d'années, un traitement qui ne convenait pas, parce que c'est ça qui est assez curieux quand même en psychiatrie, c'est qu'on ne pose pas de diagnostic, volontairement ou pas, mais en revanche, on donne un traitement. Mais un traitement, pourquoi? C'est ça. Quelle maladie finalement? C'est un peu la question qui se pose, d'autant que ce n'est pas des traitements anodins. C'est des traitements qui ont des effets secondaires très importants. C'était quoi par exemple comme traitement que tu avais? Les noms des médicaments. Oui, ou est-ce que c'était des neuroleptiques? Est-ce que c'était des psychotropes? Est-ce que c'était des anxiolytiques? Alors j'ai eu des neuroleptiques au début et à un moment il y a eu une période où on m'a donné des neuroleptiques et un thymorégulateurs. D'accord, et qui avait pour quel effet? En fait, comment dire, il y en a un certain nombre. Mais il y a déjà le sommeil, quoi. Il y a des moments où je faisais des nuits de 14-15 heures. Ouais, ça, tu as beaucoup souffert de ça, de ne pas voir le jour. Hein. Non, je pense que n'importe qui le vivrait pas très bien. Ouais. Et donc, si tu n'étais pas en dépression, là, pour le coup, ça te mettait dans la dépression, peut-être? Ouais, en fait, c'était complètement induit par les médicaments. Complètement induit par les médicaments. Et c'est vrai que c'est... c'est vraiment des effets secondaires qui sont extrêmement, on n'imagine pas vraiment. Et le problème, c'est que c'est la seule chose qu'on propose, que les médecins proposent quand on est dans une situation comme celle-là, et qu'il y a un manque d'écoute quand on parle des effets secondaires. On en arrive à des situations kafkaïennes où on veut donner un autre traitement pour soigner les effets secondaires. C'est absurde. J'ai appris beaucoup de choses, moi, dans ce livre. Moi qui ne suis pas une experte, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais j'ai appris énormément de noms de troubles. Parce que, évidemment, tu parles de bipolarité, parce qu'à un moment donné, on a dit que tu étais bipolaire. On parle de paraphrénie, on parle de paraphrénie fantastique, délire paranoïde aussi, j'ai appris comme terme. Tu vois, il a fallu à chaque fois que je fasse mes recherches pour comprendre. Tu es passé un peu par tellement d'étapes pendant 12 ans. Ouais. En fait, à aucun moment, mon parcours en psychiatrie n'aurait jamais dû être aussi long. Si on avait pris en charge dès la première hospitalisation, vraiment qu'on avait cherché à comprendre le problème et qu'on avait apporté des solutions adaptées, il n'y aurait jamais eu autant d'hospitalisations et le parcours n'aurait jamais été aussi long. Et voilà. Et le problème, c'est que quand on dit hospitalisation, on dit aussi souvent pas mal de souffrance et parfois même de violence. Donc voilà, ça n'aurait vraiment jamais dû être aussi long. Et tu sais pourquoi ça a été aussi long? C'est une erreur dès le début. Tu avais quel âge quand tu as fait ta première crise? 23 ans. 23 ans. Pour moi, ça tient vraiment à cette approche, et ça, c'est des mots que je tiens du docteur Jekyll, que j'interviewe dans le livre. C'est que le paradigme dominant en psychiatrie, c'est le paradigme biologique. C'est ça. Tu peux expliquer, alors moi je l'ai compris dans le livre, paradigme, justement, c'est un terme sur lequel tu pointes le doigt. C'est le modèle théorique de référence des psychiatres. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quand elle m'a dit ça, en fait, ça a un peu tout expliqué. C'est-à-dire, j'ai compris pourquoi, quand j'étais hospitalisé, on me laissait me balader, enfermé, puis en fait, on ne se faisait rien. Il n'y avait aucune prise en charge particulière, il n'y avait pas d'écoute non plus. Oui, c'est ça. Cette écoute que tu n'as jamais eue, tu dis très souvent aux médecins, mais attendez, vous vous trompez. Et en fait, eux vont te répondre, nous on sait, toi tu ne sais pas. Alors voilà, je ne veux pas faire de généralité sur. Non, mais bien sûr, mais on parle de ton expérience. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que il y a un côté parfois un peu. On se sent un peu dépossédé, quoi. Parce que d'un côté, les médecins ne cherchent pas à comprendre et à connaître la personne, en fait. Ils ne vont pas chercher à savoir ce qu'on a vécu, qui on est. Et de l'autre, ils vont arriver ils vont dire des choses assez définitives, et qui sont, c'est compliqué à gérer cette situation. Parle-nous de ce tableau DSM dont tu parles dans ce livre. C'est quoi le DSM? Le DSM, c'est le document de référence pour les psychiatres, en fait. Donc c'est un document qui va lister toutes les pathologies
les pathologies psychiques. Voilà, il y a certaines personnes qui critiquent le DSM. Voilà, je pense qu'il y a une critique légitime à apporter à ce document. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après ce que tu as vécu comme expérience, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer, modifier, améliorer tout le système psychiatrie ou peut-être l'hôpital psychiatrique en lui-même? J'ai le sentiment que il y a un peu l'image de la folie un peu classique, du fou. C'est-à-dire que la personne qui est folle, par définition, par l'idée reçue, c'est qu'on ne peut pas comprendre. C'est incompréhensible, par définition. Encore une fois, oui, il est fou, forcément. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour comprendre. Et je pense que la psychiatrie gagnerait énormément à avoir une approche plus humaniste du soin. Je pense vraiment que même les soignants, je pense que les soignants, c'est vrai que tu disais que dans le livre, il y a, comment dire, en fait, c'est-à-dire que je me suis rendu compte après la fin de l'écriture du livre que je parlais pas vraiment des soignants. Et en fait, alors qu'il y a un certain nombre qui font leur métier, je pense, du mieux qu'ils peuvent. Quand même. Ouais. Tu le dis à la fin, mais justement après avoir évoqué toute cette colère pendant ces 70 pages, après tu le dis quand même que tu as vécu de très bonnes relations, que tu as lié même des contacts très proches avec des soignants qui t'ont aidé. Il y a des soignants qui aident. Voilà. Mais je pense que même pour les soignants, ce serait beaucoup plus valorisant d'avoir un travail qui soit plus axé au niveau de l'humain que quelque chose de complètement gestionnaire et voilà. Oui, et puis ce qui est intéressant quand tu dis qu'on ne nous explique pas, et puis on ne nous dit pas, il n'y a que des mots très techniques, même tu parles d'écriture sur un dossier qui est incompréhensible, et comme si c'était fait exprès pour que tu ne comprennes pas ce qui est écrit. C'est vrai qu'on peut avoir accès au dossier médical, et quand j'ai commencé à lire, c'était complètement illisible, c'était incroyable. C'est pour ça que je parlais de jargon tout à l'heure. Le problème pour moi, c'est que ça m'a vraiment donné l'impression que pour le coup, il y avait une situation et les médecins le passaient à la moulinette d'un vocabulaire et qui le rendaient, qui le déformaient pour le coup. Et c'est le principal problème. Ils ne prennent pas le temps finalement de vous expliquer ce qui vous arrive et pourquoi on ne pose pas de diagnostic et pourquoi finalement c'est si long, que c'est compliqué, parce que chaque malade a une particularité et qu'il faut chercher. On va accueillir Stéphane, parce qu'il est allé aux rencontres soignantes pour la psychiatrie. J'espère que je ne me trompe pas dans le terme de ces rencontres, parce qu'il y a un titre qui est un petit peu spécial déjà. Les rencontres soignantes en psychiatrie. Les rencontres soignantes en psychiatrie. En psychiatrie. Alors ce sont les rencontres qui sont soignantes, alors c'est ça. Par définition, toujours est-il que dans la syntaxe de l'écriture, c'est ça qu'on C'est un lieu qui parle des lieux, c'est un événement qui permet aux gens qui travaillent dans les lieux d'accueil, les lieux d'accueil pour les personnes en situation de handicap psychique, d'échanger, de communiquer. Juste une petite photographie du secteur, 419 000 patients concernés, 561 structures, 19 millions de journées de présence à temps complet dans ces lieux d'accueil des personnes touchées par la maladie mentale. Et depuis, c'est des chiffres un peu énormes. C'est des chiffres très impressionnants. Donc il y a beaucoup de questions pour les professionnels, pour les soignants en psychiatrie. C'est pour ça que ces rencontres sont organisées depuis 7 ans désormais par la revue Santé Mentale. C'est bien de se réunir pour parler, justement, pour faire avancer la psychiatrie. Exactement. Et on a pu rencontrer notamment le rédacteur en chef de la revue, rédacteur en chef adjoint de la revue Santé Mentale qui organise l'événement. On va le voir dans le reportage. Merci de nous recevoir ici aux 7e rencontres soignantes en psychiatrie. Pourquoi c'est important d'organiser ces 7e rencontres soignantes en psychiatrie? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Santé Mentale, c'est une revue, je peux dire que c'est la revue du domaine qui existe depuis 25 ans. Donc les gens nous lisent mais ne nous voient pas forcément. Voit pas forcément les gens qui écrivent les articles. La thématique que vous avez choisi d'aborder, c'est celle de l'accueil. Oui, parce que c'était une thématique qui était importante dans les années 2000. On se posait beaucoup de questions autour de l'accueil, dans tous les champs, pas simplement en psychiatrie. Donc toutes les dimensions, qui sont les dimensions d'aller vers,
d'aller rencontrer, de créer un lien précoce, de favoriser effectivement une relation, de construire une relation d'aide qui devient une relation de confiance et à partir de cette relation de confiance, construire de l'alliance thérapeutique dont on connaît comment dire, le facteur prédictif favorable dans les parcours de soins, dans l'accès aux dispositifs secondaires. Et donc toutes ces dimensions du soin s'appellent prendre soin. Prendre soin est une disposition transversale, propre à chacun, effectivement élective de plusieurs métiers. C'est valable partout, quel que soit le dispositif dans lequel on travaille. En intra, en CMP, en hôpital de jour, en UHSA, en consultation, on accueille. Quel que soit le moment où la nature comment dire, de la rencontre avec le patient, soins libres ou soins contraints, quelle que soit sa pathologie, parce que c'est transdiagnostic, on accueille une personne avant d'accueillir une pathologie. Donc toutes ces dimensions sont des fondamentaux et des bases du soin parce qu'elles sont hautement transférables. Quels sont les enjeux de vos professions ? Les enjeux, moi qui suis moi-même soignante, je pense qu'il est important qu'on puisse le diffuser. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir partager nos valeurs, partager notre expertise. Accueil. Oui. Fondamental. C'était le sujet de cette 7e édition parce que, on le sait, il y a eu en plus une crise sanitaire qui vient de s'écouler. Et donc l'accueil, c'est aussi une façon d'appeler plusieurs choses, l'admission, l'orientation, l'entrée, ça parle de plein de choses, le premier contact, il y a plein de mots pour qualifier finalement les premiers temps du patient dans ces lieux de soins et le personnel. Les soignants en psychiatrie se posent des questions sur est-ce qu'il faut repenser ce temps inaugural, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crise de l'accueil parce que c'est pas toujours bien vécu d'arriver dans des lieux de soins comme ça. Est-ce que le Covid a modifié la perception de tout ça avec le masque, avec le... Oui, quand tu parles de Covid, c'est quoi? C'est parce qu'il y a plus de patients, il y a des chiffres qui ont vraiment monté considérablement? Déjà parce que ça a transformé la façon dont on communiquait avec les masques, avec les distances, justement les règles sanitaires. Et donc ça modifie forcément la perception à la fois des soignants et des soignés. Est-ce que, comme les soignants, de manière générale, dans tous les hôpitaux publics, ont souffert aussi dans la psychiatrie justement de ce Covid? Ils ont été saturés? Est-ce qu'ils ont été en sous-effectif à certains moments parce que beaucoup a été atteint de la Covid et du coup n'était pas là? C'est pas un sujet qu'on a évoqué. En revanche, ce que je peux dire, c'est vrai que on en parlait avec le rédacteur en chef de la revue Santé Mentale, rédacteur en chef adjoint, pardon, il nous disait que sur le visage... Tu lui fais prendre du grade, c'est bien. Les soignants ont l'habitude aussi de voir dans... D'accord, il y a une communication visuelle, exactement, c'est ça que il y a parfois des patients qui ne parlent pas forcément. Et effectivement, le masque apporte aussi une difficulté à communiquer sans prise de parole par moment. Et c'est vrai qu'ils disent que ça, ils en ont souffert aussi. Ouais. Puis on le sait, il y a des moyens, des budgets qui sont revus à la baisse. Donc ça j'imagine que ça doit jouer aussi sur les hôpitaux psychiatriques dans leur façon d'accueillir les patients. Ce qu'il y avait d'intéressant, il y a effectivement des revendications qui sont véhiculées au travers de ces événements-là. Mais il y avait aussi des moments assez positifs puisqu'ils remettent un prix à des équipes soignantes qui ont créé pour améliorer les conditions de soins et d'accueil. Il y a un premier prix, par exemple, ils ont remis un prix à une équipe qui a transformé une cour sécurisée en jardin thérapeutique, disposant des plantes pour que ce soit plus accueillant, plus vivant, plus agréable. Ça c'était le premier prix effectivement des équipes soignantes en psychiatrie qui était remis cette année. Moi, le troisième qui m'a interpellé, c'est autour du sport et du vélo. Il y a 3 unités qui ont amené leurs patients à vélo jusqu'à Marseille depuis Paris, avec un séjour comme ça qui a permis de permettre à chacun d'être dans un cadre différent, de s'exprimer différemment et de vivre sa situation différemment. Et c'était le 3e prix. Moi, j'aime bien ce côté sport collectif, échange, effort. Voilà. Toi, est-ce que tu penses que ça a évolué dans le bon sens, la psychiatrie? Parce que dans ton livre, tu le racontes, à chaque fois que tu as été obligé d'aller en hôpital psychiatrique, dès l'accueil, c'était une souffrance. Ouais, il y a des protocoles au niveau de l'accueil qui sont surprenants. Quand je dis surprenant, je suis poli.
Non, voilà, qui sont complètement inadaptés, pour dire les choses. Voilà, enfin, on n'est pas bien, on nous amène dans un endroit, parfois sous la contrainte, et il y a des protocoles qui sont complètement inadaptés et violents, pour le coup. Traumatisants même. Hein. Bah, oui, en fait, le problème, c'est que l'expérience de l'hôpital psychiatrique est traumatique. Et dans mon cas, ce que j'ai fini par comprendre, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est que l'origine de ces problèmes de dissociation était traumatique. Donc on a rajouté du trauma sur un trauma d'origine qui n'était pas en plus pris en charge par l'hôpital. Voilà. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap psychique qui étaient présents sur ces rencontres? J'en ai pas croisé. C'était vraiment que les soignants? Non, alors c'est vrai que nous on s'est concentré sur voilà, les personnels et sur les personnes qui pouvaient nous témoigner justement de cet accueil, de ce qu'ils faisaient, de pourquoi ils étaient là. Donc non, on n'a pas eu ces discussions-là, mais il n'y en avait pas. Parce que ça pourrait être intéressant, effectivement, alors à vérifier effectivement s'il y avait des personnes qui étaient en souffrance et qui justement pourraient aiguiller sur la meilleure façon d'accueillir. Pour toi, ce serait quoi? Parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent là, le message, c'est le moment de le passer. Une des choses les plus importantes, ça va être la bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut des lieux bienveillants. Voilà. Et encore une fois, par rapport à ma situation personnelle, il y a un héritage de mon père par rapport à la dictature au Chili, et donc qui va être lié à la dictature, au totalitarisme. Et en final, on amène dans un lieu où on est quand même, ça va sembler un peu un cliché de l'hôpital psychiatrique, mais où on est quand même très 24 heures sur 24 aussi scruté, observé. C'est-à-dire que les soignants vont être à la recherche de symptômes. Voilà. Donc je pense qu'au-delà de mon cas, il y a un certain nombre de personnes pour qui ce type de lieu n'est pas adapté. Le type d'accueil n'est pas adapté. Tu parles dans ton livre de cette médecine douce et plutôt même de cette incompréhension à ne pas introduire de la médecine douce dans la psychiatrie. Alors, c'est au-delà de la médecine douce, c'est d'autres approches thérapeutiques. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert il y a pas si longtemps la psychiatrie intégrative. Et la psychiatrie intégrative, ça va être une approche, ça va être des médecins qui vont faire appel à l'ensemble du corpus des thérapies qui existent, en fait, pour prendre en charge un problème. Et c'est ça qu'il aurait fallu faire dans mon cas dès le départ, c'est évident. Et si on l'avait fait, ça aurait évité ce parcours long et compliqué quand même, dont je me tire bien. Mais voilà, survivant. Bah oui, voilà, mais voilà, qu'il y avait des moments oui, avec des moments durs, qui n'auraient absolument pas dû avoir lieu. Et dans ton enquête, tu livres un entretien avec le docteur Claire Jequière. Donc j'imagine qu'il y avait des psychiatres aussi qui étaient là dans ces lieux, parce qu'ils font partie des soignants. Il y avait des infirmières, des aides-soignants, etc. Et donc tu livres un entretien avec une psychiatre de l'hôpital à Brassens, en Savoie, un hôpital à Bassin, ouais. À Bassin. Ah, c'est Bassin, oui, je dis Brassens. C'est ma dyslexie, ça. Qu'est-ce que révèle cet entretien ? Alors, en fait, c'est vrai qu'après avoir écrit le premier jet du livre, ça m'a semblé clair. Je posais tellement de questions que je me suis dit il faut rencontrer un psychiatre pour lui poser des questions. Et c'est le côté journaliste qui a un peu la formation de journaliste on le voit, de toute façon. Qui a ressurgi clairement. Voilà. Dans le livre, c'est mené comme ça. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'était très intéressant. Déjà, me retrouver face à un médecin sans le rapport patient-médecin, c'était super intéressant. Parce qu'on précise, c'est une psychiatre que tu n'as jamais consultée. Non, voilà, que j'ai jamais eu en consultation. Mais je pense que moi, ce que j'ai retenu principalement quand même, c'est ce qui me semble le plus important. Et l'entretien est important, hein, mais c'est vraiment je me demandais comment ça se fait que les médecins prennent en charge les patients comme ça. J'essayais de comprendre, je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. C'est quoi cette approche? Et c'est là qu'il y avait l'approche biologique, quoi. Voilà, et biologique ou génétique et associée à la génétique parfois. Et je me suis dit, oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'au final, il n'y a pas cette écoute du patient. On ne cherche pas à savoir qui il est parce qu'en fait, on se dit, c'est biologique en fait. Et c'est pour ça que la réponse qui est adaptée la plupart du temps, c'est la médication. Ouais, d'où cet entretien avec elle, parce que qu'est-ce qu'il en est ressorti de cet entretien? Est-ce que ça t'a donné des réponses? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je disais. Oui, j'ai posé les questions que je posais dans le texte. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le texte qui va poser un certain nombre de questions et il y a cet entretien qui va apporter un certain nombre de réponses. Et moi, ça m'a permis de comprendre l'expérience que j'ai vécue en hôpital et de comprendre pourquoi ça a pris aussi longtemps et pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Et donc ça m'a vraiment permis de comprendre tout ça. Ouais. Ces rencontres, elles ont lieu tous les ans? Oui. Oui, c'est la 7e édition.
Et c'était un vrai besoin de réunir tout le monde pour échanger. Alors, oui, c'est pour les soignants en psychiatrie, mais c'est pour tous ceux qui s'intéressent finalement à la santé mentale, de manière générale. Et c'est une revue qu'on peut tous obtenir, la revue Santé mentale. C'est une revue effectivement mensuelle et qui aborde les différents sujets qui ont trait à la santé mentale. Et prochainement, il y a un numéro, je crois, sur le sport, d'après mes renseignements, qui va être assez intéressant à lire, en tout cas, en ce qui me concerne. Bon, à suivre. Parce que c'est mon petit dada. Oui, c'est ton dada, mais pas de cheval, hein, on parle de la passion pour le sport de manière générale. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Dans ton livre, tu parles de psychoéducation. C'est quoi? Ouais. Psychoéducation, c'était longtemps un peu ce à quoi je me suis raccroché, on va dire, qui me semblait une des possibilités les plus intéressantes à explorer. En fait, ça va être l'idée de travailler sur ses habitudes de vie, en fait, sur son hygiène de vie, ses habitudes, et faire en sorte de limiter au maximum les risques potentiels de choses qui peuvent déclencher des problèmes, en fait, tout simplement. Et je trouve ça intéressant parce qu'une fois que ça s'est fait, une fois que les risques sont éliminés, en fait, on y voit plus clair, on peut y voir plus clair pour vraiment comprendre quelles sont les causes. Et les traitements que tu as eus ont été très lourds tout au long de ta vie, et tu parlais des effets secondaires qui étaient épouvantables. Et à chaque fois, tu prenais un traitement et tu allais jusqu'au bout de ce que tu pouvais supporter, jusqu'à ce qu'on t'en redonne un autre et jusqu'à essayer de trouver l'équilibre. Parle-nous de ces effets secondaires. Alors, il faut que je me rappelle parce que c'est vrai que... Moi, j'en ai en tête parce que tu en parles souvent dans ton livre. Vas-y. C'est l'hypersexualité. Ouais. C'est difficile d'en parler? Ça touche à l'intime, donc c'est forcément difficile, et ça m'a mis du temps de pouvoir en parler aux médecins, en fait, parce que justement pour cette même raison, je me demandais si on allait me croire, et pour le coup, cette crainte était justifiée parce qu'on m'a absolument pas écouté. Oui, on te disait c'est pas le médicament, c'est très très rare. Ouais, j'ai eu droit un peu à de la psychologie de comptoir de la part de certains médecins. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, qui disaient si vous étiez en couple, ça irait mieux. Non, si j'étais en couple, ce serait une catastrophe. Je pense que voilà. Donc c'est ce problème-là qui a été le dernier à régler, qui faisait que je ne pouvais pas prendre de traitement. Et donc j'étais complètement coincé à ce moment-là. Et donc il y a l'appétit, il y a le sommeil. Ça va principalement toucher ça. Mais quand je dis que c'est invivable, c'est que ça empêche complètement d'avoir une vie normale. Mais tu parles beaucoup de sommeil aussi. T'as souffert. Oui, le sommeil, c'est de ne pas voir le jour. Non, de te lever à 16 heures c'est une catastrophe. Et de te dire que finalement ta journée est déjà terminée, c'était très lourd. Oui, c'est très difficile. Et puis, c'est très difficile à vivre. Et qu'est-ce qu'on te répondait? On te disait, oui, mais c'est comme ça. Oui. On essayait de trouver des solutions. En fait, je pense que, j'ai le sentiment que les médecins, à partir du moment où il n'y a plus les symptômes, ils vont être satisfaits, en fait. C'est-à-dire que, quels que soient les effets secondaires, il y a une écoute quand même des effets secondaires à un certain moment, mais les effets secondaires connus. Pas tout le temps, pas tout le temps. L'hypersexualité, c'est connu pour certains traitements. Oui, bien sûr. Mais peut-être que tu es le premier à avoir osé le dire, peut-être. Non. Oui, ils le disent quand même, parce que si ça se trouve, c'est moins connu parce que peu de personnes osent en parler. Il y a certains traitements qui sont connus pour provoquer de l'hypersexualité. C'est une catastrophe. Tu as souffert de ça? Oui, c'est extrêmement dur. Après, c'est vrai que même aujourd'hui, pour le coup, même si je peux prendre un traitement, j'ai toujours ces effets secondaires qui sont là, et qui sont ces 3 effets secondaires principaux que je sais, ils sont toujours là. Alors, ils sont vivables, mais ils sont toujours là. Et tu as écrit un livre, il me semble humoristique parce que je ne l'ai pas lu, qui s'appelle Porn Rédemption. Alors je ne l'ai pas parce que en fait, c'est un livre qui est visible uniquement, qui est téléchargeable. Ouais, c'est ça. Et raconte-nous, c'est quoi ce livre? Alors en fait, j'étais en train d'écrire mon premier roman, un autre roman, du coup. Et c'est un roman qui était un peu lourd, qui était un peu ambitieux, qui était un roman de science-fiction un peu complexe. Et j'ai eu besoin d'avoir quelque chose de plus léger au niveau de l'écriture. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce texte qui était vraiment sur le ton de l'humour. La référence principale du texte, c'est le stand-up, un truc que j'aime beaucoup. Donc je me suis, on va dire, inspiré d'une expérience personnelle que j'ai transformée avec pas mal d'autodérision.
Oui, c'est ça. C'était pour une sorte d'exutoire de cette hypersexualité dont tu souffrais. Alors, ouais, c'était pas directement lié à l'hypersexualité liée au traitement, c'était plus quelque chose qui était lié au potentiel, en fait. D'accord. Il y avait des tendances addictives qui étaient liées au potentiel et que j'ai réglé à partir du moment où je me suis occupé du haut potentiel. Oui, à partir du moment où ça a été diagnostiqué. Qu'est-ce qui l'a diagnostiqué, ce haut potentiel? Ah oui, tu en parles d'ailleurs, je sais, mais dis-nous. C'est mervenu, je sais, je l'ai lu. J'ai découvert à travers une vidéo sur YouTube, en fait, tout simplement. Voilà. Qui était inspirée du livre, la femme qui faisait la vidéo s'est inspirée du livre de Jeanne Sio-Fachin qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux ». Et je me suis reconnu du début à la fin de la vidéo, et donc voilà, c'est là que j'ai compris. Ouais. Et quels étaient justement ces symptômes qui t'ont permis de faire ce bilan? Hypersensibilité, difficulté à prendre la justice en compte, tu trouvais que tout est injuste? Alors oui, moi ce qui m'a marqué, c'est le côté, en fait les hauts potentiels ou zèbres ou surdoués, ils vont toujours prendre en compte le côté général, l'image générale. Voilà, voilà, ils vont vers ce côté quelque part un peu altruiste, je trouve. Voilà. Et puis moi, ça m'a permis vraiment de comprendre comment je fonctionnais de manière générale. Et quand on découvre qu'on a au potentiel, qu'on découvre qu'on a au potentiel, il y a un effet boost sur la confiance, en fait. Oui, c'est ça. C'est galvanisant d'un côté, mais en même temps rassurant, et en se disant « Ah, mais c'est tout ça que j'ai. Je suis comme ça, c'est rassurant. » On se comprend enfin, quoi, en fait. Oui, on sait qui on est tout d'un coup. C'est ça. Il me manquait un élément de compréhension. Voilà, moi, je pense que c'est plutôt un cadeau de la vie. Après, voilà, quand on ne sait pas ce que c'est, il faut le prendre, il faut découvrir ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est. Oui. Voilà, on pourrait prendre ça comme une difficulté, et en fait, non, c'est un bonheur, mais quand on arrive à appréhender tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt une chance. En tout cas, je le vis très bien. Voilà, aujourd'hui, je le vis très bien. Voilà, j'ai suivi le conseil de Jeanne Sio-Fachin de faire une thérapie sur ce sujet, et ça m'a permis de découvrir tellement de choses. De l'appréhender. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie de moi, et j'en suis très content, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Oui, voilà, je travaille comme artiste. Voilà. Donc c'est à plein temps, quoi. Donc c'est que je travaillais comme une personne qui a un travail salarié, sauf que j'ai pas de salaire à la fin du mois, il faut que je classe mes projets. Non, mais c'est un vrai métier, exactement. Artiste, c'est un vrai métier. Tu es scénariste, tu es journaliste, tu as un talent d'écriture aussi, tu as multifacettes, et puis tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et on t'écoutera tout à l'heure avec une de tes interprétations personnelles. Je te parlais d'emploi parce que notre chroniqueuse qu'on a sur ce plateau, c'est Annabelle, qui est allée découvrir un atelier pour l'emploi dans un groupe d'entraide mutuelle. Et elle va tout nous dire à ce sujet. Eh bien oui. Je suis retournée au GEM. Donc les GEM, ce sont des groupes d'entraide mutuelle, comme Marie-Letty l'a dit. Et en fait, ils proposent des ateliers. Donc l'objectif, c'est rompre la solitude et l'isolement. Donc ils se regroupent et ils font des activités, donc soit théâtre, on le voit souvent dans l'émission. Et là, en fait, l'idée, c'est de trouver un travail et comprendre les démarches à suivre. Ça lutte aussi contre l'isolement, parce que souvent, dans le handicap psychique ou quand on a un problème, on se met la double peine. Ah bah j'ai un souci, donc on ne va pas m'embaucher. Donc l'idée, c'est de les stimuler et de les motiver pour aller trouver un travail, parce que c'est un droit. Il favorise l'inclusion sociale et il améliore l'estime de soi. Donc déjà, c'est pas mal. Donc je vous propose de regarder le sujet et puis après, on en discute. Ça fait 20 ans que tu t'es Qu'est-ce que c'est l'âge? L'âge, je viens de te le dire, c'est la carte qui reverse ta... Alors tu lui as dit, mais tu vas pas... Il y en a d'autres que ça veut dire âge. Pas ce que ça veut dire âge. Faut pas que ce soit tabou, l'emploi. À la limite, se poser la question de l'emploi pour se dire bon ben non, en fait, je peux pas travailler, ça va, je suis pas encore prêt, mais avec l'âge, un peu le GEM, un peu le SAMSA ou le SAVS, je retrouve, peut-être ce sera pour plus tard. Ou alors, tiens, j'ai appris que ça existe, les CRP, les centres de rééducation professionnelle. Je me remets en forme, après je fais le CRP. D'en parler, en fait, ça les valorise. J'ai eu des difficultés de santé qui ont fait que certains emplois se sont pas très bien passés sur la fin, parce que justement, je réussissais pas à être suffisamment stable, présente, etc. Donc le bénévolat, c'est me mettre un petit peu en situation de test, mais aussi me dire que s'il y a un problème, je peux quand même être absente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille plus vite avec la MDPH? C'est quoi les espaces insertion? Actuellement, je ne cherche pas de travail. Je m'occupe de mes enfants et quelques projets dans l'avenir. Je trouve qu'il y a des personnes
qui, il y a un an, ne parlaient pas d'emploi. Et aujourd'hui, dans les discours qu'on a entendus aujourd'hui, c'est venu dans la conversation. J'ai un projet. Je ne sais pas s'il aboutira, mais j'ai un projet. J'ai envie de. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'était l'atelier emploi, mais demain, ça peut être l'atelier informatique ou encore un atelier musique. En fait, il y en a pour tout le monde au GEM. Donc, à la prochaine. Voilà, donc c'est vraiment des petites piqûres de rappel tous les mois pour les remotiver, pour juste en parler de l'emploi déjà. Ça permet de se projeter un petit peu. J'ai l'impression qu'ils se mettent effectivement la pression quand ils parlent d'horaire. Il y a une jeune fille qui parle qu'elle fait de l'associatif parce que finalement, si elle n'est pas là, si elle n'a pas réussi à se lever le lendemain, bah, c'est pas grave. Donc en fait, ils se mettent une vraie pression alors qu'il y a des emplois, justement, il y a une inclusion dans les entreprises. Donc j'imagine que tout ça, on leur dit dans ce genre justement, et donc là, elle a découvert, cette jeune fille, qu'elle pouvait obtenir la RQTH. Oui. Donc c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui lui permet justement d'avoir un planning adapté qui reconnaît ses compétences et ses capacités à travailler et pas son handicap. Donc la RQTH, ça permet d'avoir des droits et d'être plus à l'aise et de moins paniquer et d'éviter le bénévolat et justement d'aller plutôt au travail. Vers l'emploi, effectivement. Oui, parce que c'est ça la pression du travail, de ne pas arriver à l'heure, par exemple. C'est ça, on sent qu'ils ont vraiment créer une anxiété supplémentaire. Ils se mettent une double peine tout seuls en fait, donc c'est pas le but. Donc vraiment, ces ateliers sont très intéressants pour ça. Et alors, comme elle dit, la responsable, il y en a qui, on en parle et ça viendra un jour, mais au moins, on en parle. Et ça, c'est important. Parce que l'emploi, pour le coup, pour la réinsertion et pour le bien-être, tout simplement, se lever le matin en se disant « j'ai un truc à faire », c'est important. Quand tu étais jeune, Adrien, donc tu as décidé de t'orienter vers le journalisme. C'était quoi ton projet de vie? Alors, vous n'allez pas me croire, mais le premier métier que j'envisageais de faire quand j'étais adolescent, c'était psychiatre. D'accord. Voilà. Effectivement, mais si, je te crois. Pourquoi, justement? En fait, j'avais cette idée un peu naïve d'aider les gens qui avaient des problèmes, en fait, qui avaient des difficultés. Oui, comme tu disais, déjà, l'altruisme était là. Ouais, il y a un petit côté comme ça, ouais. Parce qu'adulte, HPI, mais enfant, HPI aussi. Tout à fait, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, tu voulais devenir psychiatre, mais finalement, tu t'es orienté vers des études journalistiques. Ouais, c'est ça. Enfin, je suis allé à Sciences Po et après en école de journalisme. Et tu as pu pratiquer un emploi de journaliste ou tu n'as pas eu le temps Alors, ouais, j'ai quand même travaillé dans quelques rédactions, ouais. Alors, pas ultra longtemps, parce que c'est vrai que pendant ma formation en école de journalisme, j'ai eu ma première période artistique, en fait. Donc, assez rapidement, je me suis orienté vers la création artistique. Et tout en faisant une formation au conservatoire en même temps. Et pour toi, avoir un emploi, un salaire, des horaires, aller dans une même entreprise, ce serait possible pour toi? Tu pourrais envisager ça? Ou non, ça fait vraiment pas partie de toi, tes motivations? Disons que ce que je fais aujourd'hui me plaît complètement, en fait, donc je n'envisage pas de faire autre chose. Alors, quand j'écrivais Porn Redemption, par exemple, j'allais tous les matins dans un bar avec mon ordinateur portable, j'ai l'impression d'aller au bureau. Donc, tu l'as dit comment? Porn Redemption. Ah, moi, je l'ai dit à la française, personne ne m'a repris. Oui, c'est intéressant quand même d'avoir ces ateliers-là qui permettent effectivement d'avoir des perspectives. Ça, c'est de se projeter tout simplement et de se dire, tiens, et ça donne des projets tout simplement. Et est-ce qu'ils parlent justement de ces métiers artistiques ou non? Là, pour le coup, non. Là, il y avait plutôt des aides. Il y en a une qui voulait être dans le social. L'autre, c'était plutôt la création, mais c'était pas très artistique. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un vrai métier d'être artiste, hein? Il y a toujours cette question. Oui. Mais oui. Non, bien sûr que c'est un métier. Bien sûr que c'est un métier. Quels sont tes projets justement à venir? Ça va de développer les projets artistiques, donc dans la musique, dans les scénarios. Tu as des romans en cours là? Et ouais, j'ai plus ou moins avancé, mais j'ai plusieurs idées. On n'en dit pas plus pour l'instant? C'est pas suffisamment avancé, Ouais. Et tu arrives à te concentrer sur une seule chose ou tu es dispersé dans plusieurs projets artistiques? Je dirais pas que je suis dispersé, mais c'est vrai que j'aime bien jongler en fait, pour garder une dynamique en fait. Ouais. C'est ma manière à moi de garder une dynamique. Alors je le disais tout à l'heure, tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Moi j'ai eu l'occasion d'écouter tes chansons parce que tu m'as envoyé les liens. Est-ce que tu nous ferais l'honneur de jouer un petit morceau, là tout de suite sur le plateau? Donc juste le temps de donner la guitare et on se retrouve tout de suite. Du coup, je vais chanter une chanson qui s'appelle The Feel of the Moment, voilà, donc avec une composition. Voilà, c'est parti.
Walking the street of the city, I remember you smiling. Life is getting nicer than it used to be. Hope is a feeling not to forget. Then goes away the regrets. It's not so hard to find your way. The whole universe carried in my belly. It was all so crazy. It wasn't easy to get back on earth. Feel of a moment, everything so intense. No matter how it ends, when you are full of love, in the blink of an eye, the mindset on positive, it's not so hard to find your way. Places like heaven are everywhere around. Hell is all in the head. Just stay strong, they try to come at you. The whole universe carried in my belly. It was all so crazy. It wasn't easy to get back on earth. The feel of a moment, everything so intense. No matter how it ends, when you are full of love, the whole universe carried in my belly. It was all so crazy. It wasn't easy to get back on earth. Feel of a moment, everything so intense. No matter how it ends, when you are full of love. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et où est-ce qu'on peut les écouter? Alors, il y a mon premier CD qui est sur toutes les plateformes. Voilà, mon nom d'artiste c'est Seyin, donc voilà. Ça s'écrit comment? S-A-Y-I-N. Ok. Voilà. Et après, j'ai une chaîne YouTube avec quelques contenus. Voilà. D'accord, d'accord. C'est ta première télé où tu chantes Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. C'est un privilège. Et quand tu deviendras star, en fait, eh bien, tout le monde passera cette émission ici. Ah non, ouais, franchement, bravo. Beaucoup, beaucoup de talent. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer déjà tout ce moment avec toi. Merci à toi, merci à vous. Et c'était vraiment super sympa. Hein, donc, ce petit livre avec Survivants de la psychiatrie. Voilà. Donc, un livre que vous pouvez lire, relire, et il y a plein d'informations pour vivre un peu ton expérience, partager cette expérience. Merci à tous les deux. Bah, merci. De rien. C'est un plaisir. Avec plaisir, on reviendra. C'est vrai. Puis moi, j'avais, avant de nous quitter, j'avais deux petites suggestions allez, trois même, suggestions de livres à lire. De l'autre côté, on avait l'expérience du soigné. Là, on a un soignant, Daryl Cunningham, qui a écrit des fables psychiatriques. Et dans ton livre, tu parles de ce côté déshumanisant. Et lui, justement, il retrace ce côté. Il s'est beaucoup intéressé à tous les profils qu'il a vu passer en hôpital psychiatrique. Il a tenu un carnet de bord et il en a fait bien, des BD. Mais c'est pas humoristique du tout, c'est des choses hyper sérieuses. Et donc, voilà, une petite lecture, une petite suggestion de lecture fable psychiatrique. J'en ai une autre ici, qui est une ancienne interne
en hôpital psychiatrique. C'est Claire Lemaine qui, elle, s'est reconvertie justement dans les BD, dans les dessins, etc. Et là, c'est un ouvrage qu'elle a écrit sur une nouvelle du dernier étage qui, pareil, parle de l'hôpital psychiatrique et de tout ce qu'elle a pu observer. Alors là, c'est un peu sous forme humoristique. Donc voilà, une autre suggestion. Et puis, il y a Pierre Souchon, qui est un journaliste. Je ne sais pas si tu connais son livre. Je ne crois pas. Et qui a écrit Encore vivant, qui lui a vécu une autre expérience dans l'hôpital psychiatrique et en tant que soigné, en tant que malade psychique. Et donc, voilà, une idée de lecture aussi que vous pouvez retrouver. En tous les cas, merci infiniment, Adrien. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres talk shows. À plus.